Bon, ben, on va démarrer et les gens se joindront à nous en temps et lieu. Donc, bienvenue tout le monde pour cet Informagro avec le Centre Umami. On a Sophie Vincent qui est avec nous, à qui je vais passer la parole dans quelques instants. Mais avant, permettez-moi quand même de vous présenter qu'est-ce que sont les Informagro. C'est une série de webinaires que l'on organise en collaboration avec les créneaux bioalimentaires du Québec que sont AgroBoréal, le créneau Aliment Santé, créneau acéricole et Transformation. Donc, dans le cas d'AgroBoréal, notre mission est de favoriser les collaborations et l'innovation pour le développement du secteur agroalimentaire boréal. Donc, on fait partie des créneaux d'excellence du Québec. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de soutien pour que des projets collaboratifs pour la valorisation des ressources boréales ou encore pour améliorer vos pratiques d'innovation. Et quand on parle de pratiques d'innovation, ben, c'est justement la raison d'être des Informagro, c'est pour vous transmettre de l'information sur différents sujets liés au secteur agroalimentaire, mais aussi de vous faire connaître les expertises de notre écosystème innovant au Québec. Avant de céder la parole à Sophie, je vais céder la parole à Sandra Hardy de Financement Agricole Canada, qui est partenaire des Informagro, ainsi que le réseau AgriConseil d'ailleurs. Donc, Sandra, je te laisse nous parler un peu de Financement Agricole Canada. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, comme le disait Isabelle, Sandra Hardy, je suis directrice principale des relations d'affaires chez FAC. Donc, il nous fait plaisir chez FAC là, d'être partenaire présentateur des capsules Informagro. Donc, encore une fois, merci pour cette belle opportunité de collaboration avec tous les créneaux agroalimentaires du Québec. Donc, quelques mots sur Financement agricole Canada. Chez FAC, nous offrons depuis plus de 65 ans une gamme complète de produits et services financiers et non financiers à l'industrie, des startups aux entreprises matures. FAC joue un rôle majeur chez ses clients en leur permettant de développer leurs affaires, de saisir de nouvelles opportunités et d'innover pour gagner en efficacité et en durabilité. Nos financements sont accessibles à toutes les entreprises qui contribuent à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne, donc à toute la chaîne de valeur, de la terre à l'assiette. J'en profite pour remercier nos clients et nos partenaires qui nous choisissent. Nous apprécions beaucoup votre confiance. À FAC, nous avons la ferme conviction que le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire possède une occasion unique de devenir un chef de file mondial dans la sécurité alimentaire et la production alimentaire durable. Donc, j'en profite ici pour vous parler d'une belle initiative que porte FAC qui est en campagne contre la faim, qui est en cours actuellement parce que les chiffres doivent être communiqués là, en février prochain dans le cadre d'un grand événement à Ottawa. En fait, ce qu'on cherche à faire avec cette initiative-là, c'est à collecter un peu tous les dons, toute l'information sur les dons que vous faites dans des banques alimentaires. Donc, c'est possible pour vous de nous en informer de façon très simple. Donc, que ce soit en nourriture, en argent et en ressources, là également. Donc, c'est global. Donc, l'idée, c'est vraiment de démontrer l'engagement de l'industrie envers la lutte contre l'insécurité alimentaire et le gaspillage alimentaire. À titre d'exemple, l'an passé, nous avons pu donner collectivement 514 millions de repas au Canada. Donc, je vous mettrai tout à l'heure là, les informations là, dans le petit chat s'il y a de l'intérêt de votre côté à participer. Puis si vous ne faites pas de dons aussi, on a des services, c'est complètement gratuit, là, des gens qui peuvent vous aider à trouver les solutions pour pouvoir le faire. Là. Vous pouvez dire, j'ai des surplus de certains aliments, mais bon, ce n'est pas étiqueté, je ne sais pas, l'emballage, comment je peux les donner. C'est toutes des choses là, qui peuvent regarder avec vous puis vous aider à trouver des solutions et vous permettre de faire votre part aussi à cet effet-là. Et ben, l'avantage d'y participer, ben, c'est certain que ça vous donne aussi une belle visibilité. Là. Les donneurs sont sur nos sites web, comme je vous le disais, là, lors du congrès à Ottawa, Nourrir l'avenir.
La liste aussi, là, le nom des donneurs est affiché là-bas et c'est de démontrer aussi là, à la collectivité là, ce que l'industrie fait dans ce sens-là. Et aussi, ça vous fait une belle participation au niveau de vos objectifs, là, au niveau des GES et de renforcer la confiance du public. Donc, c'est plein d'avantages. D'autres outils aussi là, sont à votre disposition pour pouvoir communiquer votre implication, là, encore une fois, là, on pourra vous guider en ce sens-là. Donc, c'est une cause qui nous tient à cœur là, depuis plusieurs années que cette initiative-là fonctionne, puis on tend à en parler le plus largement possible pour avoir le plus de collaborateurs possible. Donc, de retour à la conférence de ce matin, FAC, on croit fermement à l'importance de l'innovation pour soutenir la croissance. Donc, il fait vraiment partie de l'ADN de l'industrie. Puis, la conférence aujourd'hui vous invite à inclure la voix du consommateur à votre démarche d'innovation qui est, tant qu'à nous, un élément clé pour maximiser les chances de succès commercial d'un nouveau produit. Donc, je cède la place à Sophie qui nous guidera dans cette pratique. Merci à tous et bonne rencontre. Merci beaucoup, Sandra. Donc, juste vous rappeler que tous les Informagros sont enregistrés, sont disponibles sur notre site web dans la section Informagros. Donc, vous pouvez aller visionner à nouveau les anciennes présentations. Et celle-ci n'y fera pas exception. Elle va être également disponible au courant de la semaine prochaine. Vous allez la recevoir aussi, là, le lien vidéo pour pouvoir la consulter à nouveau. Si vous avez des questions, je vous invite à le faire dans le clavardage pendant la présentation. On va pouvoir y revenir à la fin. Si vous avez des questions plus précises sur votre situation en affaires, n'hésitez pas à contacter Sophie. De toute façon, elle vous transmettra ses coordonnées complètes. Là, Sophie, c'est vrai, c'est ton tour. Je vais te laisser te présenter puis introduire qu'est-ce que le Centre Umami. Alors, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous d'être présents. Je sais que vos horaires sont chargés en espérant être assez pertinente et assez pousser assez les réflexions de votre côté pour vous dire quel bel investissement que j'ai fait de passer une heure avec Sophie sur mon heure de dîner. Je vous remercie d'être là, d'être innovant, d'être dans le secteur de l'alimentaire. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer sur notre autonomie, sur notre force aussi. Puis, je voulais tout vous donner. Mais c'est 25 ans de carrière autour de ça. C'est 25 ans à inclure cette partie-là qui va être sur la recherche consommateur et le sensoriel. Fait que je vais vite vous présenter le Centre Umami. Donc, le Centre Umami, dans le fond, c'est une partie de Syntec agroalimentaire. J'ai dit 25 ans, c'est 25 ans au sein d'une même organisation qui est devenue avec une identité propre, qui est le Centre Umami, parce que nous, on est axé autour de la recherche autour du consommateur. Donc, l'humain fait vraiment partie. La partie R&D, procédés, technologie appartient à Syntec. Donc, le tout, c'est un Syntec, mais c'est vraiment le Centre Umami aujourd'hui qui va vous parler. Bien, qu'est-ce qu'on a comme mission? On a tous la même mission, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises à avoir une offre plus concurrentielle et plus novatrice. Mon objectif, puis Sandra faisait allusion aux banques alimentaires, je pense que c'est un gros plus. On travaille à la fois avec l'industrie, mais à la fois aussi pour la société, dont un de nos projets qui est là-dessus. Puis probablement que vous m'avez vu dans d'autres conférences qui étaient plus en lien avec le milieu institutionnel. Fait que c'est la même organisation, c'est la même personne. Dans le fond, c'est l'objectif, c'est de soutenir notre autonomie en diversifiant les marchés, en diversifiant les façons d'intégrer, puis en se donnant la possibilité d'être plus novateur et concurrentiel, bien, on vient concurrencer par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Alors, je poursuis avec, bien, qu'est-ce qu'on fait exactement? On a une grande expertise en sensoriel, donc plus de 25 ans, puisque moi, seule, j'ai 26 ans ici, mais ça fait 30 ans, dans le fond, qu'on fait, au moins 30 ans qu'on fait du sensoriel et en recherche consommateur. Les deux, ça va ensemble parce que les consommateurs vont aussi goûter et évaluer les produits. Mais ils ne vont pas juste goûter et évaluer les produits, ils vont voir le produit comme un tout, comme un achat, comme un produit qu'ils vont déballer, comme un produit qu'ils vont offrir à leurs convives. Fait que c'est vraiment un tout. Donc, la recherche consommateur inclut d'autres aspects qui ne sont pas nécessairement en lien avec la partie gustative, mais qui l'inclut également. Parce que ben, c'est ça que je veux qu'on travaille ensemble là, comme industrie. Chaque année, là, sur 10 produits lancés, ben, il y en a juste un qui va vraiment devenir un succès. Puis j'aimerais ça qu'à la fin de ma carrière, on ait pu influencer ensemble positivement cette statistique-là.
Peut-être que je rêve trop, mais il me semble que 2 sur 10, ce serait vraiment un objectif qui pourrait être atteint. Pour ça, il faut faire des devoirs. Puis pour ça, je vais vous donner plein d'informations aujourd'hui. J'espère que vous pourrez l'intégrer dans votre quotidien, dans la façon que vous travaillez, puis que vous penserez à tout ça. Je vous dis tout de suite, ce n'est pas un coffre à outils, ce n'est pas une démarche linéaire, ça va vraiment être des pistes de réflexion que je vais vous lancer et plus vous allez les considérer, plus vous allez avancer avec nous à faire évaluer cette statistique. Je veux vous dire tout de suite que vous soyez une très petite entreprise ou une très grande entreprise. Nous, on travaille avec toutes les types d'entreprises, puis vous avez à la fois des forces et des défis à surmonter, si je peux m'exprimer ici. Puis que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, parce qu'on sait que des fois, c'est difficile actuellement d'avoir de la relève, que ce soit au niveau de la notoriété, parce que plus ma marque elle est forte, plus j'ai aussi le devoir que ça fonctionne. L'aspect innovant, est-ce que j'ai les équipes pour faire ça? Est-ce que ça demande beaucoup d'argent? Est-ce que je peux le planifier? Est-ce que c'est dans mon portfolio de produits que je veux lancer? Quels sont les risques? Un mauvais lancement, là, est-ce que ça a le plus de risques pour une petite entreprise ou plus de risques pour une grande entreprise? Dans tous les cas, il y a des risques. Et surtout, vous, comme entreprise, vos valeurs, votre positionnement. Des fois, on pense toujours, tu sais, quand j'étais plus petit, je pouvais faire ça. Maintenant, je suis plus grand, qu'est-ce que je dois assumer? Fait que l'idée, c'est vous demeurer dans votre continuité puis comment ça peut aller vers ça. Fait que vous allez voir, moi, je vais vous donner des outils qu'on applique autant avec les grandes qu'avec les petites, mais que c'est un processus, comme disait Sandra tantôt, d'innovation. Fait que l'idée, c'est comment on peut créer tout ça. Pour bien le faire, il faut comprendre les catégories de produits. C'est vraiment une façon que nous, on a de simplifier, on va dire. Ça pourrait être vu autrement. C'est vraiment basé sur l'expertise qu'on a, les relations qu'on a avec les consommateurs. On a regroupé ça sous différentes catégories de produits. Donc, je commence. Les produits d'exception, il pourrait y en avoir plusieurs, puis on a tendance à vouloir faire beaucoup de produits d'exception. C'est-à-dire un produit qui va être plus dispendieux que la moyenne. Ce n'est pas une confiture, c'est une confiture à valeur ajoutée parce qu'elle goûte peu importe quoi, parce qu'elle a un procédé qui est très, très artisanal, parce qu'il y a un couvercle qui est différent, parce que plein de choses. Puis, ce qu'il faut savoir avec les produits d'exception, c'est qu'il y a une limite à en consommer. Je vais me marier une seule fois, ou peut-être plus, mais généralement, on va prévoir un gâteau de mariage pour une occasion vraiment, vraiment précise. Après ça, peut-être pour la venue d'un bébé ou autre chose, mais vous voyez, fait que si je me lance dans les produits d'exception, ça se peut que je puisse avoir la valeur ajoutée, mais je vais aussi comprendre que je vais en vendre moins. Vous me dites pourquoi il y a l'espèce de café avec la crème fouettée puis le biscuit. En fait, c'est pas tant que ça, c'est nécessairement extrêmement dispendieux. Mais si j'en consomme trop, peut-être que je vais avoir des effets négatifs aussi sur ma santé. Fait que voyez-vous, les produits d'exception, c'est quelque chose sur lequel je vais accepter d'en consommer comme consommateur, mais je vais devoir limiter ma consommation pour diverses considérations. Ensuite de ça, on va aller à l'opposé, donc le produit qu'on va dire bon marché, celui qui est économique, celui qu'on a vu encore plus apparaître sur les tablettes, qu'on voit que la croissance est là. Par exemple, les ramen, le pain blanc carré. C'est pas que c'est mauvais pour autant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un produit qui est vu comme bon marché. Fait que économique que les gens vont acheter. Fait que si je lance un pain carré blanc avec une valeur ajoutée puis je le vends 6 ben il faut vraiment que je sois capable de le distinguer d'une certaine façon. Fait que voyez-vous, le positionnement que je vais lui donner va venir aussi avec la catégorie de produits que je veux lancer. Donc, on vous a mis quelques exemples et je vais venir nuancer avec de tous les jours parce que bon marché, c'est vraiment l'objectif, c'est économique, que ça coûte le moins cher possible. Alors que de tous les jours, ça peut être du beurre d'arachide, ça peut être du jus d'orange, ça peut être la tarte que vous achetez ou que vous faites vous-même comme consommateur. Fait que c'est différents types de produits qu'au quotidien, j'ai besoin de m'alimenter et qui généralement va se retrouver sur les tablettes. Fait que ça se pourrait très bien que je veuille lancer un muffin au bleuet, par exemple, parce que je pourrais essayer de faire quelque chose de très, très indulgent, comme on a vu dans les produits d'exception, mais peut-être que le volume qui va venir avec le produit très, très indulgent risque d'être réduit parce qu'on veut en consommer moins ou on a les moyens de moins en consommer, alors que le muffin au bleuet classique, on peut en consommer plus.
Et j'arrive avec la dernière catégorie, puis comme je vous dis, ce n'est pas des catégories exclusives, c'est celles que nous, on a ciblées, qui s'appellent les besoins spécifiques. Alors, c'est les clientèles qui, par exemple, ben, soit sur la phase de vie, quand j'étais plus jeune, une population plus âgée, si je m'entraîne vraiment beaucoup, fait que soit autour des besoins d'une clientèle en particulier. Soit autour de, ben, je veux, si je prends les autres qui comptent en dessous, si je veux vivre un peu d'exotisme, fait que je suis allée en voyage, je fais du plein air, je vais dans un restaurant très gastronomique. Fait qu'est-ce que je vais rechercher si je fais partie de clientèle très, très spécifique? Alors, aussi, je pourrais avoir des gens qui recherchent des besoins spécifiques en termes de composition, que ce soit lié à une préoccupation santé ou que ce soit lié, par exemple, à un avertissement là, du médecin qui a dit ben, consomme moins ça, ou parce que j'ai des préoccupations. J'ai des préoccupations sur les agents de conservation, des préoccupations sur la composition, l'aspect cleanable et tout ça. Et pour finir, avec tout ce qui pourrait être rajouté, fait plus de protéines, plus de fibres, plus de calories, plus de vitamines, plus de plus. Fait que voyez-vous, ça, ce sont des produits que les gens vont acheter aussi, mais que nous, on a identifié comme une catégorie à besoins spécifiques. Je poursuis avec les marchés visés parce que ça aussi, c'est important. Ben, je peux avoir un marché du détail qui va se décliner de différentes façons. Et selon où je veux distribuer mon produit, puis marché du détail pourrait inclure un kiosque en bord de route, un kiosque à votre lieu de transformation, un kiosque qui est vraiment spécifique. Fait que boutique spécialisée ne veut pas dire, par exemple, fromagerie ou charcuterie ou boulangerie, veut aussi dire quelque chose qui est plus spécifique à un certain endroit. On a vu beaucoup apparaître dans les dernières années, les magasins grande surface et la vente en ligne, bien sûr, et le classique, l'épicerie, qui évolue, comme vous le savez vous-même comme consommateur. Si, par exemple, je m'en vais dans la restauration, parce que ça se pourrait très bien que votre produit puisse se destiner à la restauration. Bien, encore une fois, il va falloir déterminer à quel type de restauration vous voulez aller faire affaire. Fait que je ne peux pas, tantôt j'avais des produits d'exception, bien, peut-être que pour le restaurant haut de gamme, ça s'applique plus, mais si, par exemple, ce que je veux faire, c'est quelque chose de plus bon marché, bien, peut-être que je vais aller soit sur le comptoir pour emporter, le buffet ou la restauration rapide. Fait que voyez-vous, le produit que vous allez faire ne peut pas être unique. Il ne peut pas se destiner à la fois au détail, à la fois à la restauration de la même façon. Il y a toujours comme des petits changements à lui apporter. Les changements qu'on peut y apporter peuvent être en termes de format, peuvent être en termes de composition, peuvent être en termes d'entreposage, peuvent être en termes de distribution. Mais de penser qu'un seul produit peut s'adresser à la fois au détail et à la restauration, ce serait comme une erreur. Il faut comme envisager que les choses doivent et peuvent se décliner de façon différente. Et je termine avec ça, pourquoi les gens nous connaissent beaucoup actuellement, parce qu'on a fait beaucoup de communication autour de ça, tout ce qui est la partie institution. Fait que vous pourriez avoir ce même produit-là, puis par exemple, là, je ne sais pas si dans le train, il y a des fleurs comme ça, mais vous faites du transport, vous voulez aller, par exemple, chez Via Rail, vous voulez aller dans l'enseignement, dans les hôpitaux, dans des cafétérias, vous voulez aller dans des lieux de travail, dans des cafétérias, dans des lieux de travail. Fait que quand on pense à institution, on pense à gros volume, mais on pense aussi à coût peut-être plus réduit parce qu'à quelque part, les gens qui vont les fréquenter ont aussi peut-être moins les moyens. Je pense à l'enseignement. Bien, un étudiant, là, dans sa vie de tous les jours, on entend beaucoup parler qui ont recours aux banques. Fait que si j'offre un repas à la cafétéria qui coûte 15 à qui je le rends accessible? Fait qu'à chaque fois que vous allez développer un nouveau produit, deux considérations très importantes. À quel marché je veux m'adresser? Quelles sont les préoccupations de ce marché-là? Et quel type de catégorie de produits je veux faire? Parce que toutes les catégories sont bonnes. Et loin de moi l'idée de juger le pain blanc versus du caviar. Là. Loin de moi de l'idée de faire ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, et heureusement, on ne peut pas plus manger et plus boire, sinon on ne serait pas une société très en santé. Donc, si je veux lancer un nouveau produit, je dois savoir à qui je veux aller chercher des parts de marché. Donc, le consommateur actuel que je vise, il mange quoi actuellement que mon produit pourrait remplacer ou il boit quoi actuellement que mon produit pourrait remplacer. Je vais donner l'exemple de boire. Par exemple, tous, on a eu une grosse vague, une grande tendance qui était vers Davidity. Tout le monde s'est mis à consommer, à lâcher les sachets, les verres, tout ça. Et puis là, ce produit-là, il n'existe plus. Il a sûrement été remplacé. Bien, il existe pour certaines personnes, mais beaucoup moins fréquent que c'était il y a 5 ou 10 ans.
ça a été remplacé par autre chose. Fait que voyez-vous, à toutes les fois, le marché, il évolue, mais il y a quelque chose qui diminue pour quelque chose qui va augmenter. Et si vous voulez lancer un nouveau produit et tous les gens qui viennent nous présenter un nouveau produit nous disent que son produit est complètement novateur, que ça n'existe pas, que ça se compare à rien. Puis moi, je ne suis pas là pour juger de ça. Ce que je vais vous remettre en question quand vous allez me dire ça, c'est OK, mais les parts de qui tu veux aller chercher parce que le consommateur ne pourra pas plus, il n'y a pas plus d'argent, il ne mangera pas plus, fait que c'est les parts à qui qu'on veut aller chercher. Je vais vous donner l'exemple, puis c'est un exemple qui est très frappant. J'aurais pu vous parler de microbrasserie. Je vais vous parler de sauce piquante, qui est quand même très accessible et connue. Des émissions comme Hot Ones, ça vient encore plus populariser ça. Fait que les gens sont en quête d'émotion, sont en quête de voyager avec un petit pot de sauce, sont en quête de sensations aussi. Il y avait la traditionnelle Red Hot, puis il y en a d'autres grandes marques qui viennent d'ailleurs. Comment une marque québécoise peut faire sa place parmi tout ça? Ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que le consommateur, lui, il voit ça comme un pot de sauce piquante. Il peut adhérer parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît beaucoup, comme Gurki, par exemple. Il peut adhérer parce que c'est une marque vue à Hot Ones, puis il sait que c'est une marque de sauce piquante québécoise. Il peut adhérer parce que c'est la marque qui est vendue à 3,99 alors qu'il y en a d'autres qui sont 13,99. Fait que voyez-vous les considérations qu'il va y avoir par rapport à l'achat d'un produit qui répond quand même à un besoin similaire vont être très diverses. Assurément, si j'achète de la sauce piquante, je vais être guidée. Fait que si moi, je suis comme un débutant à la matière ou très, très sensible à la sensation de chaleur ou très sensible, je veux être guidée. Fait que je ne veux pas faire un mauvais achat. À l'inverse, ce que je recherche, c'est vraiment les émotions fortes. On m'a vendu ça comme quelque chose de fort. C'est important que je puisse le décrire. Donc, la satisfaction du consommateur passe aussi beaucoup par la compréhension de ce que vous allez avoir véhiculé. Mais sachez que juste sur saucepiquante.ca, il y a plus de 439 produits, 417 produits, dont 139 produits du Québec. Fait que si vous êtes là, puis ça, c'était il y a 6 mois. Si vous êtes la 140e sauce piquante, comment la personne va faire pour vous trouver, se distinguer du marché? Puis l'idée, là, c'est pas d'en vendre à vos voisins. C'est pas juste d'en vendre aux gens de la place. Puis ça pourrait être ça l'idée, là. Il n'y a vraiment, vraiment pas de souci. Mais si vous voulez aller ailleurs, vous allez devoir jouer, puis c'était le thème de la conférence, dans la cour des grands. Puis quand on va jouer dans la cour des grands, on n'a pas le choix de passer par un processus où on va se remettre en question, où on va accepter aussi des fois de flancher sur moi. Mes préférences, ça aurait été de créer un niveau 10. Mais si je suis pour en vendre à 5 personnes, peut-être que je vais modérer mon niveau de chaleur pour le rendre plus accessible ou je vais complètement l'assumer puis me dire c'est vraiment ça que je veux. Parce que la compétition, ce n'est pas nécessairement votre voisin d'à côté. Fait que vous faites de la confiture, il fait de la confiture. La compétition, elle vient de l'extérieur. Eux, ils en font des devoirs, ils font de la recherche consommateur, ils impliquent le besoin du consommateur, puis sont toujours en questionnement pour justement ne pas perdre leur part de marché, se renouveler constamment, puis être en mesure de s'adapter au marché qui va évoluer. Ce que je veux vous dire à cette étape-ci, c'est clairement, on n'a pas tous les moyens de Pepsi, puis on n'a pas tous les moyens d'un, par exemple, Premium, qui est comme un indétrônable précédemment. Mais il y a moyen de toujours garder à l'affût certaines informations. Puis c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui, des petites informations à aller chercher ici et là pour être dans la course avec ces grands joueurs-là. Là, vous pouvez me dire, oui, mais Sophie, je n'ai pas l'ambition d'aller me positionner à côté de Pepsi. Mais la stratégie derrière l'innovation peut rester la même et doit rester la même parce que vous allez voir, si vous faites vraiment une innovation qui a un effet wow, bien, ça se pourrait qu'un très gros joueur le voit aussi puis commence à travailler autour d'un produit similaire. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que votre produit se fasse éclipser par une de ces grosses boîtes-là. On a moyen, puis là, dans le fond, j'ai mis l'exemple de 4 entreprises, en fait, qu'on travaille avec le milieu institutionnel, comme par exemple la Sonde. On a des très beaux produits québécois, on a des très belles innovations québécoises, on a le quoi être fier de tout ça, avec des produits qui viennent d'ici, comme par exemple des produits de la Sonde, ou à plus petite échelle, on est allé chercher aussi des produits de la 3e cohorte pour les mettre en valeur, une entreprise comme Les Brutes, spécialisé dans le soya, qui se dit comment on peut rendre ça plus accessible, comment on peut rendre le consommateur
Puis l'idée, c'est de l'intégrer, ce consommateur-là, d'être à l'écoute de ce qu'il va dire, de mieux comprendre. La même chose au niveau du légume de transformation ou de la viande. Des fois, c'est en jumelant nos forces, fait que des forces de producteurs, des forces de transformateurs, des forces de mise en marché, qu'on arrive justement à bien compétitionner. Donc, c'est comme des exemples que je voulais amener que peu importe la taille de votre entreprise, vous avez la capacité d'écouter le marché. Dans ce cas-ci, on l'a fait avec le milieu institutionnel, mais ça peut aussi être le consommateur. Donc, une innovation, c'est quoi? Une innovation peut être vue comme des saveurs, des formats, des emballages, des technologies, des procédés, de la durée de vie. Ça durait 1 semaine, je veux l'amener, il faut que ça dure 2 semaines, 3 semaines. Fait que tout ça peut être vu comme une innovation. Mais une innovation peut aussi et doit aussi, je dirais doit, être vue comme répondre à un besoin, accepter les critiques et grandir autour de ces critiques-là, comprendre les réalités de vos consommateurs, comprendre les phases de vie dans lesquelles ça se peut que ça évolue, leur goût personnel et bien comprendre la distribution. Pour ça, je vous fais un petit cours vite c'est pas vraiment un cours, c'est les grandes étapes, en fait, d'un processus d'innovation de l'idéation jusqu'au lancement. Puis dans tous les cas, si je suis en recherche consommateur puis j'y crois aussi fermement, c'est parce que rappelez-vous, on veut travailler sur la statistique de 1 sur 10. Et pour ça, on n'a pas le choix d'inclure la clientèle parce que c'est elle qui va pouvoir nous dire ce qu'on doit améliorer. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter, si vous pensez innover à quelque chose, à vous renseigner sur les besoins de votre clientèle. Gardez en tête qu'est-ce qu'ils mangent actuellement, qu'est-ce qui est disponible actuellement, puis à qui vous voulez prendre les parts de marché et qu'est-ce que c'est les spécifications autour de ces clientèles-là. Je poursuis. Une fois qu'on a fait ça, là, on va aller faire de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va proposer nos produits au consommateur, on va lui permettre de réagir. Puis souvent, on va dans un salon, on lui propose des choses, on lui vend notre salade, c'est vraiment le cas, mais on est moins porté à écouter ce que lui a à dire. Fait qu'à cette étape-là d'exploration, gardez vraiment en tête l'ouverture à recevoir des commentaires puis à vous dire, c'est eux qui vont me permettre de m'améliorer, c'est eux qui vont me permettre de me démarquer de ce qui existe déjà sur le marché. Et cette partie-là est très importante à capter. Fait que de toujours inclure le consommateur, peu importe la phase. Et troisième étape, si je veux créer un produit qui répond aux besoins de la clientèle, on va aller le valider. Fait qu'on va aller lui demander son avis. On va le faire goûter, on va le faire réagir, on va l'inclure après coup. Fait qu'une fois que le produit est lancé, on ne laisse pas ça sur les tablettes, puis on oublie tout ça. Puis vous allez voir, on va le voir sous forme de 3 exemples à quel point c'est important de l'inclure, peu importe c'est quoi le stade. Donc, 3 exemples de processus d'innovation. Je vous avais dit que je vous parlerais dans un premier temps de lancement d'un nouveau produit. Alors, j'ai en tête de vouloir lancer une nouvelle crème glacée, un dessert laitier. En fait, je ne sais pas encore si ça va être un dessert laitier ou une crème glacée, mais je me questionne. Mais ce que je veux, là, c'est moi, je crois vraiment à la sauge. J'aime la sauge. Tout mon entourage aime la sauge. Puis, ça pousse abondamment dans ma région. Donc, je veux inclure la sauge. Je veux développer quelque chose, donc d'un dessert laitier, puis je veux inclure la sauge. Ce que je vais devoir me demander, c'est est-ce que ça devient un marché régulier, un marché bon marché ou un marché d'exception? Parce que là, si j'inclus la sauge, est-ce que je deviens un produit plus segmentant? Puis là, ça va être dans la catégorie peut-être plus d'exception. Les parts de marché à qui je veux aller prendre. Qu'est-ce que c'est un Breyers? Est-ce que c'est une crème glacée? Est-ce que je vais aller jouer plus dans quelque chose qui ressemblerait à un pudding? Puis là, qui sont les acteurs dans ce secteur-là? Puis surtout, quels sont les lieux de vente que je vais viser? Quels sont les marchés que je veux viser? Fait que je pourrais dire, dans un premier temps, je vais être vendu au comptoir spécialisé de telle place ou je pourrais dire, je vais aller à plus grande échelle. Mais moi, j'ai décidé que mon produit, je voulais l'envoyer dans un secteur de la restauration. Restauration à déjeuner. Fait que je peux aller voir les plus grands joueurs, comme par exemple les franchises, comme Cora, comme Normandin, puis regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont, eux, à l'affiche. Regarder ce qu'ils ont présent, puis est-ce que mon produit de dessert laitier à la sauge, ou ça pourrait être un coulis, comment il pourrait se démarquer. Fait que voyez-vous, l'idée, c'est de toujours voir quelle est la clientèle que je veux viser, qu'est-ce que je veux développer. Si je vais aller sur le détail, ma venue d'accès serait complètement différente. Fait que de garder en tête le marché visé, la catégorie.
si je veux en vendre à tout le monde, il y a de fortes chances que sauge, ce ne soit pas le profil idéal. Est-ce qu'il y a un peu plus d'ouverture pour un fraise basilic, qui serait quelque chose de plus classique? Puis peut-être que c'est encore trop avancé, peut-être que c'est un dessert laitier à base de fraises sauvages qui pourrait fonctionner. Fait que voyez-vous, l'idée, c'est comment je repense à mon idée de départ. Je veux lancer un nouveau produit, mais que j'arrive à me re-questionner. Pour ça, ça va être important de bien comprendre les attentes pour ce type de produit-là. Vous ne pouvez pas juste les simuler, vous ne pouvez pas juste les déduire en regardant le menu. Fait que si vous visez aller vers ces clientèles-là, vous devez leur poser les questions. Vous devez comprendre le niveau d'attente au niveau des aspects distinctifs. Est-ce que je m'attends à autant de différences qu'avec la sauge? Est-ce que c'est un facteur qui va faire en sorte que je vais avoir le goût d'essayer? Est-ce que je vais devoir le donner en essai avant pour le faire adhérer aux gens? Puis si, par exemple, ce n'est pas ce qu'ils veulent avoir, ben je dois être à l'écoute de ce que le consommateur va mentionner parce que l'idée, c'est que je ne peux pas juste arriver puis pousser mon produit puis contre vents et marées me battre pour cette idée-là. Je peux vraiment beaucoup aimer quelque chose, mais si c'est mes goûts personnels qui motivent toute la démarche, des fois, ça va être plus compliqué. Ben, en fait, pas des fois, ça va vraiment être plus compliqué. Et surtout, assurez-vous de bien comprendre le lien que vous allez avoir entre votre produit, votre entreprise, puis la marque que vous êtes en train de développer. Exemple numéro 2, vous avez vous avez déjà un produit, vous êtes déjà sur les tablettes, vous êtes déjà en supermarché, puis dans le fond, vous êtes menacé d'être retiré des tablettes. Votre produit ne rencontre pas les ventes qui sont estimées, plus de difficultés à faire sa place. Vous l'avez lancé, puis là, ils vous disent, bien, ça se pourrait que ça ne fonctionne pas, puis que ça se pourrait que je retire. Fait que là, vous avez comme pensé à 3 réflexions autour de ça. Je pourrais tenter de modifier mon produit actuel par une nouvelle variante de crème glacée qui fond plus lentement. Fait que dans les plaintes que j'ai eues, ou dans les possibilités que je pourrais avoir, bien, je me dis, hey, ce serait une opportunité. Tout à coup, la crème glacée, elle dure 5 minutes de plus que les autres. Je pourrais me démarquer comme ça. Je pourrais penser, puis ça, c'est avec mon équipe de réflexion qu'on a fait ça à l'interne. On a déjà notre produit, on sait que ça ne va pas très bien. On ne peut pas juste se cacher les yeux puis penser que ça va bien se passer. Et que l'idée, c'est que je cherche des solutions. Solution numéro 2, je me dis, OK, je vais faire un mitoyen. Un mitoyen entre de la crème puis du lait glacé. Je vais essayer d'aller faire un parfait équilibre entre onctuosité puis matière grasse. Comme ça, les consommateurs, ben, ils vont se dire, je me sens un peu moins coupable, je me démarque un petit peu de ce qui est sur le marché. Il y a des chances que par le temps que je pense à cette idée-là, il y a d'autres grandes marques qui ont aussi entamé ça. Fait que toujours garder en tête la compétition, qu'est-ce qu'elle pourrait être en train de faire. Et l'option numéro 3, retirer le produit pour le remplacer par un dessert glacé au tofu avec un goût et une texture unique et mise en valeur. Dans bien des produits végétaux, d'origine végétale qu'on a essayé de lancer, on a essayé de copier. On essaie d'imiter quelque chose. Mais l'imitation reste vraie mais pas identique à. Et plus je le vends de la même façon, plus je dis que ça va être pareil, plus le consommateur a tendance à avoir ces mêmes références. Fait que dans ce cas-ci, nous, ce qu'on a réfléchi en option C, c'est de dire, bien, est-ce que justement mon dessert glacé à base de tofu, il ne peut pas être autrement? Il va être une autre texture, il va être un autre goût et c'est justement ce qu'on va faire découvrir aux gens. Fait que voyez-vous, ce sont 3 exemples d'hypothèses qu'on pourrait faire pour modifier les ventes. Ça va faire en sorte que je vais devoir prendre une décision sur laquelle je vais mettre de l'avant. Donc, je vais aller voir, par exemple, les sources végétales. Si c'est l'option que j'ai choisie, les sources végétales, qu'est-ce qu'ils ont comme composantes? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Je vais aller voir les allégations, les mentions qu'il y a sur d'autres types de produits. Puis surtout, je vais travailler sur la définition complète. Fait que oui, il y a le produit, oui, il y a sa composition, mais il y a tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui s'ouvre, parce que ça pourrait être un problème aussi au niveau de l'ouverture. Ça pourrait être un problème au niveau de la communication, de la mise en marché. Fait que l'idée, c'est avant de modifier tout ça, prenez le produit comme un tout avant de vous considérer juste retravailler la composition. Fait que voyez-vous, dans un processus d'innovation, l'idée, ce n'est pas juste de se concentrer sur les composants du produit, mais c'est de voir vraiment le produit comme un tout. Fait qu'avant de faire une modification, je dois réfléchir mettons que j'ai mis toutes mes listes, puis qu'on a choisi l'option, on va dire, numéro 1. On s'est dit, je vais vraiment, l'option numéro 1, c'était de faire en sorte que la crème glacée, elle fonde moins vite. Bien, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que
n'importe quelle grande entreprise n'a pas déjà essayé de faire fondre sa crème glacée moins vite pour augmenter ses ventes. Fait que si les grandes entreprises ne sont pas arrivées, est-ce que c'est moi qui vais être capable de faire ça avec mes moyens? Fait que, voyez-vous, de toujours faire le parallèle entre l'idéation et la réalité, sans, je dirais, éliminer trop vite une très, très bonne option. L'idée, c'est de le garder en tête, de rester réaliste. De la même façon, est-ce qu'un dessert de tofu peut fonctionner avec le nom que vous avez, votre notoriété? Est-ce que c'est en lien avec vos valeurs? Fait que de toujours garder, il n'y a pas une meilleure option, il y a toujours des choses à considérer. Donc, à toutes les fois que vous allez vouloir faire une modification d'un produit actuel, fait que vous vendez actuellement des tartes aux pommes, sont super appréciées, mais là, les consommateurs, ils ont moins les moyens, puis vous voyez que vos ventes, ils diminuent. Fait que vous voulez, par exemple, diminuer la quantité de pommes qu'il y aura à l'intérieur. Vous voulez dire, ben, je veux remplacer telle composante par quelque chose qui me coûterait moins cher. Regardez votre marché avant de prendre une décision. Posez des questions, renseignez-vous. Donc, ouverture à comprendre qu'est-ce que c'est l'évolution du marché. Gardez un regard objectif et stratégique. Pour ça, malheureusement, il faut avoir comme une distanciation qu'on va créer par rapport à notre produit. Restez axé sur les besoins de vos consommateurs et les changements de la société et respecter les capacités et les ressources internes. Toujours rester en lien avec la marque. Et dernier exemple que j'ai par rapport au processus d'innovation, vous avez un très bon produit, il va très bien, il est sur les tablettes et puis là, il se vend encore moins. Et on veut l'anticiper, ça. On veut être capable de comprendre son positionnement et sa longévité. Fait que j'ai un très bon produit, c'est encore de la crème glacée. C'est pas à la sauce cette fois-ci. C'est une crème glacée, elle est sur les tablettes. Je veux savoir si les gens ils l'apprécient, puis je vais essayer de renouveler parce que c'est une crème glacée locale. Fait que je vais aller voir un test d'appréciation sans influence à la marque. Quand je fais ça, je vais demander au consommateur de goûter les crèmes glacées. Par exemple, je vais l'asseoir devant 4 crèmes glacées. Il n'y aura pas d'identification à la marque, puis je vais m'assurer que le consommateur, c'est vraiment le produit qu'il apprécie le plus. Donc, je vais valider auprès de la clientèle, je vais questionner la clientèle. Ce n'est pas parce que votre produit actuellement, il va très bien qu'il va continuer à très bien aller. Fait continuez à vous questionner, puis identifier les pistes d'amélioration. Il y a toujours ceux qui vous disent que tout est bon, puis il y a toujours ceux qui disent par en arrière que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est cette information stratégique-là que vous avez besoin. Dans notre cas à nous de crème glacée, bien, ça va avoir découlé du test de consommateur qu'on a fait à la partie 1, d'un objectif qu'on s'est donné comme entreprise. Ce sont tous des cas fictifs en passant, là, mais l'objectif pourrait être de conquérir une nouvelle génération de consommateurs. À ce moment-là, si on fait ça, on va devoir réfléchir à qui sont ces consommateurs-là. Ce qu'on a identifié dans le cas de notre cas fictif, c'est que les jeunes avaient consommé cette crème glacée-là quand ils allaient en visite chez leurs grands-parents. Ils ont associé ce goût-là très, très authentique à leurs grands-parents. Ça fait l'aspect nostalgique. Ils n'en achètent pas nécessairement, mais quand ils vont chez leurs grands-parents, ils sont contents de le revoir. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est de proposer des nouveaux accords classiques, comme ils ont connu, et plus inusités. Fait que des effets wow. Est-ce qu'on fait ça avec du café? Très tendance. Est-ce qu'on fait ça avec du café? Est-ce que notre crème glacée n'est pas parfaite pour renouveler? Fait que l'idée, c'est de créer une nouvelle génération de consommateurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les jeunes consomment vraiment moins de boissons gazeuses, consomment moins d'alcool aussi. Je pense qu'on a entendu parler là, récemment avec des positionnements. Fait que l'idée, c'est, je ne vous dis pas de boire plus de boissons gazeuses, ni plus d'alcool, ni plus de crème glacée, mais l'idée, c'est si votre produit, vous voulez renouveler la génération de consommateurs, il faut rester à l'affût des possibilités parce que sinon, il y a certaines marques qui finissent par juste disparaître parce qu'elles ne sont plus au goût du jour, que la clientèle n'est plus là pour l'acheter. Des facteurs clés. Puis je vous en ai identifié quelques-uns. Principalement, les facteurs clés qu'on va viser, ça va être soit axé sur la praticité, soit axé sur la valeur ajoutée. Et voyez, là, dans cette partie-là, il y a beaucoup la provenance, l'agrotourisme, la fraîcheur, la distinction. Fait que ça, c'est vraiment des choses très intéressantes de votre côté. Ensuite de ça, faire en sorte que chacune des utilisations devienne un effet wow. Il n'y a aucun consommateur qui veut se tromper en achetant votre produit. Fait que de faire en sorte qu'il y a assez d'informations pour pouvoir le guider à faire des accompagnements réussis, à faire une cuisson réussie. Fait que de faire en sorte que l'argent qu'il a investi dans votre produit puisse être utilisé. Et
de comprendre la réalité de votre consommateur visé. À toutes les fois que la personne vient me dire je veux lancer un nouveau produit, à qui tu veux en vendre? À tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas une bonne réponse parce que tout le monde, c'est à la fois personne. Fait qu'essayez d'avoir en tête des clientèles cibles que vous visez, leur réalité, qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, ils vont être plus portés à payer un peu plus cher parce qu'on y a vendu de la praticité et de la commodité. Pour illustrer un peu tout ça, je vous ai décliné, dans le fond, quelques informations stratégiques. Donc, premièrement, que les attentes versus la réalité, ce soit la bonne chose. On a tous déjà acheté un produit dans un emballage où ça a l'air d'être super bon. Finalement, on l'ouvre un peu déçu, on le fait cuire, ça ne donne vraiment pas la bonne réalité. Fait que voyez-vous, il faut que entre ce que j'ai vendu puis ce que je vais retrouver, puis vous allez voir, là, si vous dites, mais Sophie, tu me dis ça, mais même les grandes marques ne le font pas. L'idée, c'est le plus possible d'être en lien un par rapport à l'autre. Si j'ai une déception majeure, ça va faire en sorte que je vais me re-questionner sur ma volonté à racheter le produit. Fait que, des fois, il vaut mieux mettre la barre un petit peu moins haute, la faire découvrir, puis la faire réaugmenter que de la mettre trop haute puis de faire diminuer les perceptions. Deuxième chose, je peux avoir un excellent produit, mais si je n'ai pas considéré les utilisations, ça se peut que ça ne fonctionne pas. C'est un cas qui m'a été raconté, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais un produit, il était excellent, c'était une très bonne innovation, il a été financé, il a été sorti, puis finalement, le contenant ne rentrait pas dans ce porte-gobelet que vous voyez dans la voiture. Il y a un grand compétiteur là, qui l'a vu, ce très bon produit-là, qui a pensé à son affaire, qui a sorti le même produit, mais dans un emballage qui fonctionne pour les voitures. C'est lui qui a repris le terrain. Il a complètement éclipsé le très bon produit qui avait existé. Donc, voyez-vous, l'idée des fois, c'est je veux faire vite parce qu'une innovation, c'est aussi des fois un peu une course. Mais si je passe à côté de certains facteurs clés d'utilisation, ça se pourrait très bien que ça fonctionne moins bien. On pense des fois que les produits sont des indétrônables. J'aurais voulu trouver un autre mot que timing, je l'ai mis en guillemets, mais l'idée, c'est la vie, c'est aussi une question de timing et de distinction. Donc, si je fais une étude consommateur sur le ketchup il y a 10 ans, il y a de fortes chances que j'aurais eu énormément de difficultés à trouver des consommateurs qui consomment autre chose que du ketchup Heinz. Avec ce qui a été dit autour des tomates, la popularité du ketchup French est devenue de plus en plus grande. Fait que, mettons que je fais une étude il y a 4 ans, French a pris plus de place. Fait que j'aurais pu aller chercher des parts de marché. Fait qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des parts de marché qui se sont échangées autour de ça. Et avec tout ce qui vient de se passer avec l'approvisionnement local, avec tout cet engouement-là, une marque comme Canada Sauce, comme le ketchup que vous voyez, a sa place dans la distinction. Fait que si je lance avant que tout ça se passe, ça se peut que le timing soit un peu moins au rendez-vous. Il y a des choses qui sont indétrônables, mais même eux sont appelés à évoluer à cause de différentes choses. Fait que de se garder toujours dans la course, c'est aussi de considérer ce qui se passe dans le milieu en général. Et ça se pourrait que vous ayez un très, très bon produit, une perle. Moi, je dis souvent ça, il y a tellement de belles perles, mais c'est juste pas le bon moment pour ça. Définition claire et choix éclairé. Avant, on mangeait de la laitue iceberg. Maintenant, parce qu'on a fait des distinctions, parce qu'on a créé des utilisations, ça se peut très bien que j'utilise la Boston pour mes hamburgers. Ça se pourrait très bien que j'utilise la laitue frisée pour une salade du jardin et la romaine pour ma salade César. Et la roquette pour garnir sur ma pizza, pour ajouter un petit quelque chose d'autre. Fait que voyez-vous, maintenant, comme consommateur, c'est fort probable que dans une même semaine, j'achète 5 variétés de laitue. Alors que précédemment, j'en achetais une seule. Je dis j'en achetais, mais peut-être une génération avant moi. Ou jusqu'à il y a 15 ans. On achète l'iceberg. Fait que voyez-vous, plus on va définir le produit, plus on va faire un choix éclairé, plus on va être capable de propulser des nouveaux produits. C'est la même chose au niveau de la distinction. Qui aurait pu croire qu'un jour, la bière en bouteille allait devenir de la bière en canette? Qu'est-ce qui a poussé ce changement-là? Puis probablement que je ferais une étude consommateur avec les consommateurs avant que j'aurais dit qu'est-ce que vous pensez de la bière en bouteille, puis ils m'auraient dit c'est merveilleux. Mais si je creuse plus, là, peut-être qu'ils m'auraient dit mais je ne peux pas l'amener partout. C'est beaucoup plus lourd. J'ai de la difficulté parfois à l'ouvrir. Par exemple, je veux être capable de la transporter plus facilement sans moins risque de le briser. Et c'est peut-être tous ces facteurs-là qui ne sont pas
c'est pas des aspects critiques, mais c'est des aspects de distinction qui ont fait en sorte que la bière en canette ait été lancée. C'est la même chose au niveau du vin. Désolée pour les deux exemples sur l'alcool, mais par exemple, avant, on avait le bouchon de liège. Qui aurait cru que le twist cap allait devenir une invention aussi populaire, aussi intéressante? Bien, il y a sûrement des choses qui ont fait en sorte que le produit il a évolué puis qui a fait en sorte qu'on est parti des irritants de certains consommateurs pour construire sur d'autres nouvelles options. Assurément, les deux vont continuer d'exister, mais c'est une façon de se distinguer. Je poursuis en termes de praticité et commodité. Fait que si comme consommateur, j'ai besoin, ma vie court vite, j'ai besoin de choses qui fonctionnent bien, ben la petite guacamole pourrait être une idée. En passant, j'ai souvent pris des exemples qui venaient d'ailleurs, mais l'idée, c'est des très bons exemples qui peuvent venir d'ici. C'est le cas, par exemple, aussi de la salade attitude. Je parlais de salade tantôt. Celui-là, là, j'ai rien à réfléchir. J'ai toutes les composantes qui font un mariage parfait. Et ça, là, des mariages parfaits, on veut tout le temps ça. On veut accueillir nos invités avec une salade qui fait un mariage parfait. On ne veut pas toujours faire la salade César, puis on ne veut pas toujours la salade du chef. Fait que celui-ci, ça permet de faire explorer. Ça permet aussi de s'adapter. Si, par exemple, je fais un repas avec tel type de cuisine, bien, une salade peut être adaptée à mon type de cuisine. Fait que voyez-vous, plus je suis à l'écoute de qu'est-ce que c'est le besoin derrière la consommation, je vais être en mesure d'innover. Dans tous les cas, ce n'est pas le consommateur qui a dit ça. Il a critiqué le produit qui était avant, puis ça a fait réfléchir les entreprises à penser autrement à ces processus d'innovation. J'ai mis deux très bons exemples, à mon avis. Puis encore une fois, je n'ai pas de parti pris pour aucune entreprise, mais je pense que c'est deux très, très bons exemples. Je vous parlais tantôt du ketchup. Bien, je pense que Mag, avec sa mayonnaise, c'est vraiment ce qui s'est passé. Le timing était parfait. C'est un bon produit. Les consommateurs n'auraient peut-être pas fait le switch avant. Excusez encore pour le changement pour la mayonnaise Mag initialement. Mais du fait que le contexte a évolué, ils ont eu l'ouverture à la découvrir. Et puisque le produit correspond à leurs attentes, puisque le produit est similaire à ce qu'il y avait, ils sont prêts à avoir de l'ouverture pour un nouveau produit, sont prêts à accepter certains changements. Du côté de l'email, bien, la praticité de juste l'ouvrir, le mettre peut-être dans un système à air chaud, ça se fait rapidement, c'est réussi, ça peut aller sur le barbecue, c'est polyvalent et surtout, ça me permet de voyager. Je n'ai pas besoin, un peu comme la salade, d'aller faire ma propre marinade. Assurément, plein de gens vont dire, mais c'est tellement facile de faire de la marinade, je n'ai pas besoin de ce type de produit-là. Mais on va tous avoir un jour une vie chargée. On va tous avoir un moment où ça ne nous tente pas trop de cuisiner. Et puis, cette éventualité-là d'acheter ce produit-là qui devient un facilitant peut être intégrée. Donc, je porte à votre attention la réflexion sur est-ce que vous vous souvenez de ces produits-là? C'était la mode quand il y a eu Shrek. Il y a eu le ketchup mauve puis il y a eu le ketchup vert. Le Pepsi Cristal, la Crispitos qu'on mettait dans le grille-pain pour faire réchauffer ou le yogourt Asana qui se disait pour une clientèle de femmes, mettons, on va dire avec 50 ans et plus. Ou plus récemment, le chocolat rubis. Dans tous les cas, là, il y a comme une idée derrière tout ça. Dans tous les cas, on a voulu aller voir la praticité. Dans tous les cas, on a voulu viser une clientèle cible. Mais est-ce que pour autant, les gens, les femmes de 50 ans voulaient se voir acheter? Est-ce qu'on veut s'identifier à cette clientèle-là? Est-ce qu'on veut se voir acheter? Puis si, par exemple, je vis avec mon conjoint, est-ce que mon conjoint veut manger un yogourt qui correspond à ce profil-là de clientèle? Est-ce que mes enfants vont vouloir manger ça? Est-ce qu'ils vont dire, ah non, non, ça c'est pour toi? Fait que voyez-vous, l'idée, c'est de mieux comprendre le marché ciblé parce qu'à toutes les fois que je n'ai pas posé la question, que j'ai supposé, soit parce que c'est tendance dans le cas du ketchup ou dans le cas du chocolat, ou soit parce que j'ai voulu faire de la commodité ou des segmentations, peut-être que je suis allée ailleurs. Alors, vous me direz plus tard si vous vous souvenez de ces produits-là. Autre chose, est-ce que si je gagne un prix, c'est un succès assuré? Fait qu'on est allé chercher des gagnants de prix d'innovation en 2016. Est-ce que ces produits-là existent encore? Je ne sais pas moi non plus, mais c'est des gagnants de 2016. Assurément, gagner un prix, ça nous fait mettre en valeur. Ça fait découvrir le produit. Un essai qu'on me donne à l'épicerie ou qu'on me fait déguster, ça a aussi cet effet-là. Mais est-ce que pour autant, c'est gage un succès assuré? Peut-être pas, parce que ça peut peut-être justement faire en sorte que je le découvre, je l'achète une première fois, mes attentes sont plus élevées.
sais, quand j'ai gagné un prix, mes attentes sont plus élevées. Je pense que je m'en vais voir une superstar. C'est le nouveau fromage au corps en portion individuelle. Est-ce qu'après ça, est-ce que ça livre la marchandise? Est-ce que la commodité que je recherche fonctionne? Et est-ce que le prix auquel on me le vend, c'est celui auquel j'ai les capacités de payer actuellement? À réfléchir toujours, par exemple, ces barres-là à base de grillons, je ne vous dis pas que ce n'est pas une bonne option, mais est-ce que des fois, on peut être trop avant-gardiste? C'est pour ça que je vous parlais tantôt de questions de timing. Puis des fois, c'est de ramener ces bonnes idées-là de façon générale. C'était juste pas le bon moment pour ce type de produit-là. On était trop à l'avant-garde. Et pour ça, soyez à l'écoute. Proposer des choses avant-gardistes, des fois, ça veut dire aussi ébranler les consommateurs dans ces paramètres. Et aussi, comprendre les perceptions selon les références. Fait que si je veux être une entreprise qui, par exemple, fait des madeleines, puis que j'y vais avec mes composantes, avec mes paramètres pour moi d'une très bonne madeleine, mais que pour la plupart des gens qui vont l'acheter, ils l'ont soit consommé en France ou ils viennent d'ailleurs, puis ils ont des références vraiment particulières là-dessus. Si je lance une madeleine ici, est-ce que je dois essayer de mieux répondre à ce que sont leurs attentes? J'ai mis le beurre d'arachide Kraft versus le beurre d'arachide Jif, très, très différents en termes de composants. Fait que si je m'adresse à un marché qui s'en va soit à l'extérieur ou à l'inverse, qu'un marché va venir vers ici, il faut être capable de comprendre qu'on a des distinctions de clientèle. Puis là, je ne vous ai même pas parlé du Québec versus le reste du Canada. Donc, à toutes les fois qu'on pense faire un produit, je vous rappelle, intérêt à consommer le produit, fait que laissez votre consommateur se prononcer. Ensuite de ça, écoutez quels seront ses moments de consommation et la fréquence. Dans tous les cas, là, les gens vont dire c'est rare qu'on obtienne un pourcentage de je n'achèterai pas ce produit-là. Les gens vont vouloir l'acheter en spécial, vont vouloir l'acheter une fois par année, vont oublier que ça existe. Donc, la fréquence de consommation va devenir quoi exactement? Quelle est la facilité à utiliser mon produit et quels sont les usages envisagés? Quelles sont les mentions qui interpellent le plus sur l'emballage? Puis si je mets tout, est-ce que je fais peur à mon consommateur? Est-ce qu'il ne lira juste pas? Quel est le lien entre le produit et son emballage? Est-ce que je considère l'aspect environnemental, la praticité, le coût? Fait, voyez-vous, ce sont tous des facteurs de motivation d'achat. Là, vous me dites, tu m'as dit tout ça, Sophie, mais je fais quoi exactement? J'arrive, donc gardez l'œil ouvert sur toujours penser. Je ne peux pas juste faire de la viande fumée. Je veux penser à qu'est-ce que je vais faire avec ce produit-là. Je veux inclure le consommateur à penser avec moi. Donc, je vais cuisiner avec le potentiel consommateur et utilisateur. Je vais me renseigner. Actuellement, là, est-ce qu'il met des tranches de saucisses à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ma viande fumée qui va fonctionner? Vérifier donc tout ce que fait la concurrence. Je vous rappelle qu'on a beau innover, on a beau penser faire une crème glacée à la sauge, puis penser que c'est différent, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui un jour y a pensé. L'idée, c'est de toujours se remettre en question, puis pas juste se dire que l'innovation, le fait que j'ai mis un ingrédient différent va faire en sorte que les gens vont aller vers ça nécessairement. Et s'ils y vont, est-ce qu'ils vont y aller régulièrement? Parce qu'il y a toujours une question de fréquence. Toujours suivre l'évolution des marchés étrangers, des tendances. Et surtout, très important, lire les plaintes et les commentaires. Vous faites un kiosque, écoutez vos consommateurs, permettez-leur de s'exprimer sur ce qui pourrait être amélioré. Parce que capitaliser sur ce qui peut avancer permet d'avoir une meilleure rétroaction, permet de se remettre en question et surtout, ne voyez pas vos produits comme vos enfants. Prenez pas les attaques comme étant des personnels. Dites-vous que les gens, ils veulent vous aider à aller de l'avant, ils veulent vous lancer des pistes. Ça ne veut pas dire que parce que 3 personnes vous disent « j'aimerais la saveur yuzu » qu'il faut lancer la saveur yuzu. Vous pouvez peut-être penser, dire « yuzu, ça serait intéressant, mais la camerise, ça pousse ici. » Ou l'argousier, ça pousse ici. Fait que tu moyen d'inclure des saveurs d'ici dans vos produits. Et ça ne veut pas dire que le consommateur va nécessairement vous dire la chose à faire, mais il pourrait vous guider sur j'ai envie de découvrir des nouvelles saveurs, j'ai envie de découvrir des nouveaux produits. Donc, pour conclure, que ce soit pour l'idéation d'un nouveau produit,
pour modifier un produit existant, pour positionner votre produit puis augmenter la longévité, c'est toujours important de considérer vos consommateurs. Je pense qu'on ne se le dira jamais assez. Puis, n'oubliez pas qu'on travaille ensemble pour augmenter la statistique de 1 sur 10. Je ne vous dis pas que c'est les produits d'ici, je ne vous dis pas que c'est les produits de l'extérieur, mais j'aimerais vraiment ça qu'ensemble, on puisse travailler sur une autonomie, une économie forte. Puis pour ça, inclure le consommateur devient un outil, je pourrais dire, essentiel. Alors, c'est ce qui fait le tour de ma présentation. J'espère que j'ai bien respecté le temps. Tu l'as très bien respecté. Tu arrives avec un petit 5 minutes d'avance qui nous laisse un peu de temps si des gens ont des questions à t'adresser. Pour le moment, j'en ai pas dans le clavardage, mais si certains en ont pour Sophie là, sur le contenu de sa présentation, je vous invite à lui poser vos questions en levant la main. Et sinon, ben, c'est toujours possible de contacter Sophie pour avoir plus d'informations, pour voir de quelle façon justement l'expertise du Centre Umami peut vous aider dans ce genre de questions-là à vous poser vis-à-vis du développement ou de l'amélioration de vos produits. Je trouvais que c'était un contenu hyper pertinent, Sophie, qui traduit bien la réalité commerciale à l'heure actuelle quand on arrive avec nos produits sur le marché. Il est confronté à cette concurrence-là qui est énorme. Donc, si on veut justement se distinguer, se démarquer, c'est important là, de se les poser ces questions-là. Absolument. Donc, on ne semble pas avoir de questions. Les gens te remercient dans le clavardage. Puis moi, je te remercie également. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres contenus Informagro qui se retrouvent sur notre site, à revoir aussi cette présentation-là, à tête reposée des fois, là, de se le remettre en tête si vous avez à développer ou améliorer un produit prochainement, là, peut-être avant d'aller revoir ce webinaire. Merci beaucoup tout le monde. Puis le prochain webinaire a lieu le 5 décembre, qui est une collaboration avec la table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sera Manon Perron, qui est une consultante qui travaille en collaboration avec la table agroalimentaire, qui viendra vous parler de comment bien se préparer à un salon. Donc, pour bien en tirer tous les avantages. Tu as donné des exemples, Sophie, au cours de la présentation de justement quand on participe à un salon, comment on peut aller capter de l'information au niveau de ses acheteurs, au niveau de ses clients. Donc, ben Manon va venir nous parler là, encore plus comment on peut aller capitaliser sur cette présence-là. C'est un investissement à aller dans ce genre d'événement. Donc, c'est un rendez-vous le 5 décembre à 11h30. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.